L'émission Info.tvc est rendue possible grâce au soutien financier du gouvernement du Canada. Bonjour et bienvenue à cette émission du 27 mars 2026 d'Info.tvc. Cette semaine à l'émission, le Centre d'action bénévole ainsi que Rayon de partage font des moyens de pression dans le cadre de la grève sociale Le Communautaire à bout. On parle ensuite toujours de la grève avec la directrice de la Maison des jeunes de Sébec. La Maison des jeunes d'Amqui organise aussi un bingo pour financer en fait le voyage de fin d'année des jeunes. Une annonce aussi de la part de la radio Viva. Une collecte de sang aura lieu aussi le 31 mars. Maxime Blanchette-Jonca vient nous parler d'une mesure qui pourrait aider à la fois les agriculteurs et l'industrie du bois d'œuvre. Mais tout d'abord, je me suis entretenu avec quelqu'un que vous avez pu voir à Tout le monde en parle le 22 mars dernier. Je discute avec Sophie Tétrault-Martel, co-porte-parole du mouvement Le Communautaire à bout. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mouvement qui fait de plus en plus de bruit partout au Québec, le communautaire à bout. Manque de financement, surcharge de travail, services essentiels sous pression. Les organismes tirent de la sonnette d'alarme. Pour en parler, je reçois Sophie Tétrault-Martel, qui est co-porte-parole du mouvement, qui vient nous expliquer donc les enjeux, les revendications et surtout pourquoi toute la population est concernée. Bonjour, Sophie. Bonjour, ça fait vraiment plaisir d'être là. Écoute, j'aimerais qu'on commence par ceux qui entendent parler de ce mouvement-là pour la première fois. Là. C'est quoi le communautaire à bout? En fait, le communautaire à bout est une initiative, un mouvement qui est parti de la région de Shawinigan. Donc, il y a à peu près un an, justement, des personnes de la région de la Mauricie se sont dit justement qu'ils étaient à bout, justement par rapport au sous-financement, par rapport aux conditions de travail des personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Ils se sont ralliés, se sont mobilisés et à l'automne dernier, donc à l'automne 2025, il y a eu une première semaine de grève où il y a eu 115 organismes de la région en fait, de la Mauricie qui se sont mis en grève pendant une semaine durant la Semaine nationale d'action communautaire autonome. Et par la suite, ça l'a fait vraiment boule de neige parce que la réalité des organismes en Mauricie, c'est partout au Québec. Et maintenant, on est rendu aux 17 régions administratives, vraiment partout au Québec. Il y a 1300 organismes communautaires qui vont être en grève du 23 mars au 2 avril pour justement la reconnaissance de notre milieu, des conditions de travail décentes, un financement justement à la hauteur de notre mission. Le terme à bout, c'est-tu un peu fort comme expression? C'est juste du marketing ou vraiment c'est de quoi qui est senti, là? Ah, c'est très senti parce que justement, les organismes communautaires, depuis des années, en fait, ont fait des revendications, fait des représentations auprès du gouvernement pour parler du financement chronique, mais qui ont un impact directement, en fait, sur la population. Donc, quand on est sous-financé, ben, ça fait en sorte que des services qui doivent diminuer, des organismes communautaires qui doivent fermer. Moi, je viens en fait de la région de la Montérégie. Sur notre territoire, dans les dernières années, on a eu des organismes qui ont dû fermer, qui ont dû diminuer leurs services. Donc, ça a un impact direct sur la population, puis un impact direct sur les personnes qui travaillent dans le milieu communautaire. Donc, ces personnes-là, justement, sont à bout de vivre ces conditions-là, de ne pas avoir d'augmentation salariale non plus. C'est des conditions de travail, en fait, je peux le dire, c'est 25 $ de l'heure, en fait, la moyenne pour tout, justement, qu'on soit travailleuse sur le terrain, coordination, je veux dire, puis ça fait en sorte que, justement, nos conditions de travail sont vraiment indécentes dans un contexte où on doit répondre aux besoins de la population. Est-ce que c'est une situation qui s'est aggravée dans les dernières années ou c'est de quoi c'est des enjeux qui datent d'encore plus longtemps? Bien, les enjeux du financement des milieux communautaires a toujours été un enjeu. On a eu une politique de reconnaissance en 2001, donc reconnu en fait l'expertise qu'on a sur le terrain, mais depuis ces années-là, il y a une stagnation. Et évidemment, il y a eu la pandémie. En 2020, on a vu l'explosion justement des besoins sur le terrain, la crise du logement, la crise d'itinérance, la hausse justement des violences faites aux femmes. Donc, il y a des besoins de plus en plus sentis et les personnes, en fait, dans le milieu communautaire ne peuvent pas avoir des conditions décentes pour pouvoir travailler et répondre à tous ces besoins-là. Donc, on voit vraiment un sentiment d'impuissance, puis ça s'est accentué, en fait, avec les années, d'où le mouvement communautaire à bout que tant parler, en fait, aux organismes partout au Québec.
La journée typique là, d'un organisme communautaire qui est vraiment sous-financé, ça ressemble à quoi une journée comme ça, là? Je vous dirais que les organismes communautaires, les personnes qui y travaillent, on fait de tout, hein, que ça soit justement de l'aide alimentaire, qu'on soit dans l'intervention justement avec les personnes directement concernées, mais aussi justement il y a toute la paperasse bureaucratique parce qu'en ce moment justement ce qu'on demande c'est un financement à la mission. Donc on soit reconnu en fait qu'on a un financement récurrent. Puis la paperasse, en fait, vient du fait qu'on doit faire des demandes de subventions pour subvenir à nos besoins courants. Donc, il y a des personnes travailleuses qui voudraient être sur le terrain avec les personnes, mais qui doivent remplir énormément de paperasse pour pouvoir faire des demandes de subventions, pour pouvoir subvenir aux besoins. Donc, ça alourdit énormément notre travail. Donc, je veux dire, c'est des journées qui peuvent paraître extrêmement longues. Mais en même temps, on est habité par ce besoin, le besoin en fait d'aider, d'être là pour la population, pour transformer notre société. Donc, je veux dire, ça ressemble à tout et à ce niveau-là, une journée typique. Oui, donc la personne qui est intervenante, ou on va dire, peu importe le poste, est aussi infographiste et adjointe administrative et réceptionniste et Et préposé livreur. bénéficiaire des fois, Préposé, c'est ça. donc, je veux dire, on a cette expertise-là du terrain, en fait. Donc, puis on répond à ces besoins-là constants. Est-ce qu'on sent déjà qu'il y a des services qui sont coupés ou en danger? Je pense que tu parlais beaucoup de fermeture, hein, en fait, tantôt déjà même, là. Oui, exactement. Donc, on a vu sur le terrain des organismes qui ont dû fermer, qui ont dû diminuer leurs services, des coordinations justement d'organismes qui doivent demander aux personnes qui y travaillent, est-ce qu'on pourrait diminuer les heures alors que la charge de travail ne diminue pas. Donc, justement, ce qui fait en sorte que ça accumule sur les épaules énormément. Moi, j'ai des collègues sur le terrain qui doivent cumuler 1, 2, 3 travails pour pouvoir subvenir à leurs besoins, alors que les besoins justement dans l'organisme, que ça soit dans les maisons de la famille, que ça soit justement dans les comités logements, que ça soit dans les centres de femmes où je travaille, ça fait en sorte que justement, on voit les besoins, mais nos heures sont diminuées par manque de financement. Dans le fond, là, est-ce que vous avez quand même, depuis le début du mouvement, en fait, là, est-ce que vous avez quand même l'impression de commencer à être entendu ou vous sentez que c'est plus ignoré un peu? Ça dépend des jours, mais je dirais qu'on a eu un budget, en fait, qui a été déposé cette semaine par le gouvernement. Évidemment, c'est totalement désolant, en fait. On est attristé de voir qu'on n'est pas entendu, alors qu'on était déjà des milliers d'organismes qui partaient en grève. Le gouvernement avait l'opportunité de nous prouver qu'il nous entendait, mais là, on a vu, en fait, dans le budget qu'ils ont fait vraiment du saupoudrage, un peu 1 million là, 1 million là, alors que justement, nous, ce qu'on demande, c'est justement un financement récurrent pour tous les organismes communautaires partout au Québec. Donc, on a senti vraiment qu'on n'est pas entendu. C'est pour ça, justement, qu'on va partir en grève ces 2 semaines. Des fois, là, je parle, c'est le chapeau du monsieur dans le communautaire beaucoup là, qui va poser la question. Est-ce que des fois, on a l'impression que le financement va avec la personne qui est le plus capable de bien remplir une demande de subvention? C'est un des enjeux aussi, c'est que justement dans le milieu communautaire, dans les dernières années, justement parce qu'il y a beaucoup de financement par projet, ça fait en sorte que justement, tu sais, là, on dit il va falloir bien remplir notre demande de subvention pour pouvoir avoir un peu un souffle, respirer un peu, mais c'est sur respirateur artificiel, là, je dirais. Donc, puis ça fait en sorte qu'on se compétitionne entre nous. Ce qui est vraiment triste parce que justement, dans le milieu communautaire, justement, on est ensemble, on se réfère énormément de personnes, on travaille ensemble continuellement, puis c'est ça qui est beau dans le mouvement le communautaire à bout, c'est qu'on se dit, on est à bout ensemble. C'est pas à nous de compétitionner, à se tirer les cheveux à ce niveau-là. Là, on est rendu à donner la responsabilité au gouvernement de nous financer adéquatement. Donc, ça fait en sorte que ça crée une solidarité qui est vraiment importante, justement, dans nos milieux.
Donc, là, avec la grève qui commence ce lundi, là, au moment où on enregistre le vendredi avant le début de la grève. Donc, c'est quoi les moyens de pression qui vont être utilisés là, pendant ces 2 semaines-là? Là? Bien, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de mobilisations qui vont se faire sur le terrain. Il va y avoir des quartiers généraux où le milieu communautaire va se rassembler ensemble pour des mobilisations, pour des manifestations aussi sur le terrain. Il va y avoir des communications aussi sur les réseaux sociaux pour envoyer des témoignages de l'impact du milieu communautaire. Si demain matin, mon organisme fermait, qu'est-ce que ça ferait? Puis justement, c'est ce qui fait en sorte que notre mobilisation, c'est tant les personnes travailleuses, mais c'est nos membres aussi, c'est les bénéficiaires de nos organismes qui vont être dans la rue avec nous. Et aussi, il va y avoir certaines actions de perturbation parce que justement, on veut déranger durant ces semaines-là. Donc, de faire en sorte que justement, les gens comprennent l'importance du milieu communautaire, à quel point c'est vital, en fait, pour le filet social dans notre communauté. Parce que justement, c'est une question que je vais te demander, puis justement pour monsieur, madame, tout le monde qui n'utilise pas les services communautaires, ceux-là qui pensent que c'est de l'argent gaspillé puis que ça coûte trop cher à l'État. Mm-hmm. Si demain matin, on coupe tout ce financement-là, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, les organismes communautaires sont le maillon essentiel de notre filet social au Québec. Donc, justement, si on coupe demain matin ces subventions-là, ben de un, l'itinérance va rebondir encore plus. La violence conjugale va décupler. On est déjà à 7 féminicides cette année. On peut imaginer s'il n'y avait pas les maisons d'hébergement, violence conjugale, s'il n'y avait pas les centres de femmes qui travaillaient justement au niveau des violences, qu'est-ce que ça serait dans ce contexte-là? Je veux dire, les enjeux de santé mentale aussi, alors que énormément d'organismes communautaires qui travaillent au niveau de la santé mentale pour intégrer les personnes justement au niveau de la société. Donc, l'impact serait immense. Puis on le voit aussi dans les dernières années, on a un effritement des services publics qui fait en sorte que c'est beaucoup sur les épaules du milieu communautaire que ça repose. Donc, si en plus, avec cet effritement-là, puis le milieu communautaire ne serait pas financé, ben ça serait justement, on peut imaginer déjà les enjeux qui sont présents, à quel point ils seraient décuplés un peu partout. Puis ça, on parle même pas en plus du gaspillage alimentaire que les banques alimentaires évitent, des choses comme ça. Donc, il y a plein d'autres secteurs aussi qui sont importants. Les gens qui nous écoutent, s'il y en a qui disent « Moi, je veux vraiment soutenir le mouvement, je suis pas nécessairement dans un organisme, j'ai pas de mandat de grève communautaire. Comment est-ce que je peux faire pour soutenir la cause? » Ben c'est ça, c'est vraiment partout au Québec. Il va y avoir des actions justement dans nos régions. Donc, vous pouvez aller voir notre site internet qui est about.info pour voir les calendriers en fait d'actions par région. Donc, vous allez voir si vous voulez aller soutenir, manifester avec nous. Donc, ça va être des moments très importants justement pour que l'ensemble de la population soit au courant. Évidemment, pour nous suivre, on a une grande manifestation aussi qui va avoir lieu le 2 avril à Québec, donc devant l'Assemblée nationale. Donc, si vous êtes dans le coin, vous voulez venir avec nous, on va être des milliers de personnes justement pour dire que notre mouvement aussi va continuer par la suite. Le 2 avril, justement, c'est le début d'une grande solidarité puis des moyens de pression qu'on va continuer à exercer aussi envers le gouvernement pour qu'ils nous reconnaissent pleinement. Puis aussi, il y a des transports un peu organisés d'un peu partout pour pouvoir aller à la grève. Donc, si jamais vous voulez contacter les organismes locaux pour savoir s'ils montent. Oui, c'est ça. Vous pourrez peut-être pogner un lift en passant. Exact. Donc, merci beaucoup, Sophie, puis on suit ça de proche. Ben, ça fait plaisir, merci. On se voit le 2 avril. Oui, on se voit le 2 avril. Dans le cadre du mouvement Le Communautaire à Bout, plusieurs organismes de la Matapédia passent à l'action, mais ça veut aussi dire temporairement réduire ou suspendre des services. Pourquoi en arriver là? Donc, et surtout, quelles sont les conséquences concrètes pour la population d'ici? On en discute avec Pascal Rioux, qui est du Centre d'action bénévole de la Matapédia, et Nani Godet du rayon de partage en santé mentale. Bonjour, mesdames. Bonjour.
Pour ceux et celles là, qui nous écoutent, qui ne connaissent pas beaucoup le milieu communautaire et qui s'intéressent présentement au mouvement communautaire à bout, ça fait beaucoup de bruit. C'est quoi, pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi vos services de base? Là? Je vais commencer? Ben oui. Fait que le Centre d'action a vraiment comme mission de promouvoir le bénévolat. Fait que nous, on est vraiment l'organisme de porte d'entrée pour tous les gens qui veulent faire du bénévolat. Et avec ça, on offre des services comme de l'accompagnement à transport, de la popote roulante, du répit à domicile pour les proches aidants, puis plein d'autres services. OK. Et du côté de la de partage? Oui, bien nous, on est pour l'entraide en santé mentale, l'accueil par des activités diverses, de l'intervention téléphonique. Dans le fond, les gens qui viennent ou qui appellent à Rayon de partage, bien, ils trouvent des trucs pour prendre soin d'eux pour aller mieux. On est pour la clientèle adulte dans toute la vallée de la Matapédia. Super. C'est pourquoi adhérer au mouvement communautaire à bout? Bien, je te dirais qu'on ne le fait pas nécessairement de gaieté de cœur. Hein? Tu sais, c'est un choix qu'on a fait avec nos conseils d'administration. Le but, c'est vraiment d'être reconnu pour ce qu'on fait, pour qu'ils nous mettent des sous à notre mission de base. On veut vraiment que tous les employés, chez nous au CAB, je peux te donner un exemple concret, on est 13 employés en ce moment, puis il y a 80% qui n'ont pas de job demain si j'écris pas de projet. Fait qu'un moment donné, ça vient lourd. C'est des redditions de comptes. Fait que le but, c'est qu'on soit reconnu pour ce qu'on fait, qu'ils nous mettent de l'argent dans notre mission de base. OK. Et aussi du côté de... Oui, bien, en fait, ce qu'on veut faire comprendre aussi, c'est qu'on travaille beaucoup en prévention. Quand on évite une visite à l'urgence parce qu'on a écouté quelqu'un, on a fait une intervention qui a fait du sens pour lui puis qui a évité d'aller visiter à l'urgence parce qu'il était en crise de panique, par exemple. Il y a plein de situations comme ça pour tous les organismes. On agit en prévention. Alors, on économise des coûts au système de santé, finalement, là. Pour chaque dollar investi dans les organismes communautaires, il y a une étude cet automne qui disait qu'il y avait 12 $ d'économie. Là, peut-être qu'on peut revoir les sources, c'est peut-être beaucoup, mais ne serait-ce que d'économiser 2 $ par dollar investi dans le communautaire, on aurait déjà gagné beaucoup. Oui. C'est quoi les services que vous allez, dans le fond, toucher pendant la grève? Parce que je pense qu'il va y avoir quand même des bonnes coupures au câble, si je ne me trompe pas. Oui, nous, on arrête beaucoup de services. Le seul service qui demeure, c'est le transport pour l'hémodialyse, parce que là, on parle de vie des gens. Mais tout le restant, tu sais, quand on arrive dans le temps des fêtes, on réussit à arrêter 2 semaines. Bien là, on va arrêter 1 semaine pour vraiment sensibiliser les gens à notre cause et pouvoir aussi... Le but aussi, c'est d'informer la population, hein? Fait que c'est ce qu'on va faire durant nos jours. Puis vous, du côté de Rayon de partage, vous avez des Oui, bien nous, aussi? oui, on est aussi, on modifie notre horaire. En fait, on va être fermé ce vendredi pour aller faire la mobilisation à Rimouski. Puis on va être fermé aussi la semaine prochaine pour aller à Québec. Parce qu'en fait, on porte le message. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas se joindre à nous pour différentes raisons, mais on porte le message au niveau des gouvernements pour leur démontrer comment on est précieux, comment on est important. Fait qu'on sait que ça va être des grosses journées de mobilisation, mais on le fait parce qu'on a à cœur d'aider, puis on a à cœur de continuer dans la vallée, puis partout au Québec aussi, il y en a une multitude d'organismes communautaires. Oui. Est-ce que c'est une mission que vous trouvez quand même difficile, considérant les gens que vous aidez, qui est quand même une clientèle vulnérable? Oui, mais on a offert des solutions. Exemple, les gens qui prennent la popote roulante, on leur a offert d'en commander plus la semaine d'avant. Okay. Pour qu'il y ait un plan B durant la semaine qu'on n'est pas là. Un peu comme quand on fait durant la période des fêtes. Okay. C'est sûr, les transports, il y a des gens qui nous ont dit, mais c'est de se revirer et de regarder autour d'eux. Oui. Qu'est-ce que vous espérez envoyer comme message avec cette mobilisation-là? Bien, on veut continuer à avoir notre autonomie en tant qu'organisme communautaire. C'est vraiment important parce que on veut que ce soit les gens qui nous fréquentent, on veut avoir répondre aux besoins des gens de la population matapédienne. On veut pas que ce soit des commandes ministérielles. Puis souvent, quand on entend les annonces de gros montants d'argent, encore dernièrement, ils ont dit, bien, les organismes communautaires vont avoir 20 millions, bon, sur tant de temps et tout ça. Oui, mais c'est pour des projets spécifiques. Des fois, qui répondent pas. C'est du financement non récurrent, c'est du financement ciblé. Donc, ça fait pas de sens pour nous. Oui, c'est des sous, mais qui vont aucunement nous aider à long terme, là. Mais oui.
Puis avant de terminer, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Bien, moi, je peux vous dire, c'est 1645 organismes au Québec en ce moment qui sont en grève. C'est plus de 60 au Bas-Saint-Laurent. Puis dans la Madépédia, on est une dizaine d'organismes qui soit ont fermé leurs portes ou soit ont modifié pour faire réagir et sensibiliser la population. Puis en terminant, si les gens veulent vous soutenir, vous suivre, savoir les actions qui vont être posées, est-ce qu'il y a un endroit pour vous suivre? Oui, bien, ils peuvent suivre nos Facebook respectifs parce qu'on aimerait aussi se mobiliser dans la vallée. Mais en même temps, tout ça est arrivé très vite. Fait qu'on s'organise à la mesure. Donc, nous suivre sur Facebook. Puis il y a beaucoup aussi d'informations aux nouvelles, à la télé et tout ça. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Merci. Aujourd'hui, je me trouve à la Maison des jeunes de Décébec dans le cadre du mouvement Le Communautaire à bout, un mouvement qui dénonce le sous-financement chronique des organismes communautaires partout au Québec. Sur le terrain, ça se traduit comment pour les jeunes aussi? Donc, on en parle beaucoup avec Lynn Chouinard, qui est directrice de l'établissement. Bonjour Lynn, merci beaucoup de nous recevoir ici dans la Maison des jeunes de Sébec. Pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques un peu c'est quoi le rôle de la Maison des jeunes de Sébec dans la communauté? Bien, le rôle de la Maison des jeunes, dans le fond, c'est qu'on est un des rares endroits dans notre municipalité à avoir un lieu de rencontre pour les jeunes et un lieu sécurisant et encadré. Je dirais qu'on est probablement le seul à Sébec. Fait que c'est sûr que c'est sécurisant aussi pour les parents de savoir que les jeunes, justement, sont en sécurité, qu'il y a des adultes significatifs qui travaillent ici pour les jeunes, des modèles adultes. Donc, c'est sûr que à part que la Maison des jeunes, là, je te dirais, dans notre petite municipalité, on est pas mal les seuls à avoir ce lieu de rassemblement-là. Là. On peut parler de l'aréna ou du skatepark, mais d'un lieu vraiment sécurisant et encadré, c'est vraiment à la Maison des jeunes que ça se passe. Comment ça se passe ici, une journée typique de la Maison des jeunes? Ben, une journée typique de la Maison des jeunes, si on va au quotidien, mais c'est vraiment le quotidien, mais on s'entend que nous, à la Maison des jeunes, l'horaire, c'est un horaire atypique. Hein? Fait que à quoi ça peut ressembler normalement? Ben, c'est sûr que dans le jour, il y a toujours des heures de bureau. Les intervenants, ils font des heures de bureau aussi pour organiser leurs activités puis céduler leurs choses. Après ça, ben, après l'école, on ouvre du lundi au vendredi après l'école, c'est ouvert. Fait que là, les jeunes, ils viennent après l'école. Je te dirais qu'à l'école, après l'école, c'est plus relax. Les jeunes, ils ont plus envie de chiller, puis d'être sur les divans, puis d'être sur le cellulaire, surtout depuis qu'ils ont pu le cellulaire à l'école. Fait qu'après l'école, on s'entend qu'ils aiment ça, aller sur leur cellulaire. Fait qu'on est quand même une maison de jeunes. On veut pas trop être stiff avec ça non plus. Fait qu'après l'école, on les laisse aller un peu parce que on veut pas qu'ils disent, bon, on va pas à la Maison des jeunes parce qu'on ne pourra pas être sur notre cellulaire, là, tu sais. Fait que on les laisse un peu aller avec ça, puis après, ben en soirée, là, c'est plus que là, OK, là, c'est bon, les cellulaires, on les enlève pas, là, mais, tu sais, OK, là, on peut faire d'autres choses. Fait que là, c'est là qu'il se passe des activités, puis souvent, ben en participant, nous, aux activités avec les jeunes, ben, veut pas, on vient créer un lien, fait que des fois, dans l'informel, il y a de la prévention qui se fait, il y a de l'intervention. Je te dirais, dans le quotidien, on est tout le temps habitué d'entendre Maison des jeunes, pool, ping-pong, là, mais il n'y a pas que ça non plus, console de jeu aussi. Mais tu sais, c'est quand même, je te dirais, moins pratiqué qu'il y a quelques années. Fait que les jeunes, ça jase beaucoup, ça fait des jeux de société, ça joue aux cartes, ça fait des casse-têtes, mais c'est ça. Dans le quotidien, c'est un peu ça, là, mais ça, je te dirais que c'est vraiment la base de créer notre lien avec les jeunes, mais à partir de ça, ben là, il peut se passer bien d'autres choses. Là. Ça, c'est vraiment dans le petit quotidien de tous les jours. Là. Puis, tu vois, comme une fois par semaine, on va au gymnase, faire bouger les jeunes. À tous les jeudis, il y avait des activités extérieures cet hiver pour que les jeunes aillent dehors, pour que les jeunes bougent. On faisait de la glissade. Fait que c'est ça. Dans le quotidien, c'est un peu ça, mais ce n'est pas que ça. Non. Parce que souvent, c'est ça qu'on entend dire, mais c'est parce que ça, c'est le minimum, là, c'est la base. Puis après ça, ben là, tu peux faire plein de choses, de projets, d'activités, de rassemblements, d'implication dans le milieu. Là, je pourrais t'en nommer. Tu sais, comme là, on prépare la préparation. Là, on fait la préparation de la fête de Pâques. Là, on va aller visiter les personnes âgées à tous les événements, Pâques, Noël, Saint-Valentin, tout ça. On fait une visite à nos aînés. Les jeunes, ils fabriquent
des choses, on va leur porter ça. On fait de l'autofinancement, on fait beaucoup de projets, on fait des activités extérieures, on fait des voyages, on fait tout plein de choses. Mais à la base, la mission, c'est un milieu de vie, j'imagine, pour les jeunes sécurisaires. Oui, c'est ça. Dans le fond, la base de tout ça, la mission, c'est d'avoir un lieu de rencontre pour les jeunes de 11 à 17 ans dans un milieu sécuritaire et encadré par des adultes significatifs. La base, c'est ça. Ouais. Pourquoi adhérer au mouvement Le Communautaire à bout? Pourquoi adhérer au mouvement communautaire à bout? Ben, je te dirais, j'ai comme un petit côté là-dedans qui appartient à mon côté professionnel, puis j'ai comme un petit côté aussi qui appartient à mon côté personnel. Parce que moi, janvier, ça a fait 40 ans que je travaille en maison de jeunes. Puis on a toujours... on court toujours après l'argent, tu sais, on est essoufflé, on est tanné, tu sais, j'aurais pu dire... « moi, je m'en vais l'année prochaine, tu sais, je m'embarque pas là-dedans. » Au contraire, tu sais, moi, si je m'embarque à fond, puis je vais me donner à fond jusqu'à ma dernière journée, je vais me donner à fond. Fait que c'est ça, moi, je les ai vécues, ces années-là. Fait que, oui, je m'en vais, mais j'aimerais ça que ça serait plus beau pour les autres à venir aussi, là, tu sais. Fait que, au contraire, je me suis impliquée à fond, je suis dans la cellule régionale. Je suis sur le comité de l'organisation de la mobilisation à Rimouski qu'on a vendredi. Je suis dans le comité de la MRC. Puis comme vendredi, c'est moi qui vais être maître de cérémonie à la mobilisation. Fait que tu sais, c'est ça. Non, je vais me donner à fond là jusqu'à la dernière minute, même si on a des acquis avec ça. C'est pas moi qui vais en profiter, mais je me dis ben tant mieux pour ceux-là qui vont suivre là, tu sais. Ouais. Fait que je te dirais, les revendications qu'on veut avec ça, dans le fond, on a 5 revendications. C'est des conditions de travail décentes pour les travailleurs et travailleuses communautaires. Fait que ça, oui, des conditions décentes pour les travailleurs. Un financement suffisant à la mission, ça fait, je sais pas combien d'années que je me bats pour ça, quasiment depuis le début, dans le fond. Mais c'est de plus en plus difficile. C'est que nous, qu'est-ce qu'on aimerait, puis ça, je pense, c'est la revendication qui me tient le plus à cœur, c'est un financement de base. Tu sais, un financement suffisant à la mission, ça veut dire que dans notre financement de base, là, pouvez-vous nous donner assez d'argent pour qu'on puisse faire ce qu'on a besoin de faire selon les besoins qu'on a dans nos maisons de jeunes sans être obligé de tout le temps... Tu sais, oui, on a des subventions, c'est sûr et certain, mais les subventions, un coup qu'on a payé les frais fixes, là, après, il ne reste plus rien. Là. Fait que, tu sais, une maison des jeunes, si tu veux mettre un peu de chair sous l'os, là, ben c'est sûr qu'on est tout le temps. Moi, je passe... Je sais pas combien de pourcentage d'heures de travail que je passe dans une semaine pour monter des projets, pour réussir à faire d'autres choses que d'ouvrir nos portes. T'sais? Fait que aussitôt qu'on veut faire quelque chose de spécial ou qu'on veut faire, on veut un plus ou quoi que ce soit, ben on est toujours dans les demandes dans les demandes de projets, tu sais. Comme là, il faut rénover la maison, on veut un petit agrandissement, ben tu sais, on a été pendant un an de temps, on a travaillé un projet pour ça, on travaille un autre projet pour avoir un travailleur de milieu. C'est toujours des projets, là, tu sais, à un moment donné, on avait 6 projets en même temps en route, là, parce que c'est ça. Si on veut faire des choses le fun, des affaires spéciales ou des besoins urgents, obligatoires, nécessaires, ben on n'a pas le choix de toujours passer par des projets. Tandis que si ça serait en financement de mission, de base, ben on n'aurait pas besoin de mettre autant de temps, autant d'heures pour faire des demandes de projets. Après ça, une reconnaissance pleine et entière des organismes, la protection de l'autonomie des organismes et la fin du financement précaire. OK? Moi, c'est bec... mon besoin à la Maison des jeunes pourrait être, je sais pas, moi, on vit un problème de violence, exemple. Mais là, tu sais, le gouvernement, eux autres, c'est tout le temps de l'argent tagué, là, tu sais. Ah, ben là, au Québec, on a vécu telle affaire, fait que là, on va injecter de l'argent là-dedans. Mais tu sais, moi, je le vis pas, ça. C'est pas ça, mon besoin. Moi, mon besoin, là, c'est pas l'alimentation, c'est la violence, tu sais. Et vice-versa, dépendamment des organismes, dépendamment du besoin, quand les sous, ils sortent. Mais c'est tout le temps de l'argent qui est tagué. Fait qu'on va vous donner de l'argent, mais vous allez faire ça. Là, on se dit, Colin, c'est de l'argent, on peut pas refuser ça, tu sais. Ouais. Mais c'est pas vrai, c'est pas notre besoin réel en ce moment qu'on a, tu sais. Fait que ça, c'est plate un peu pour ça. Le financement, la protection de l'autonomie des organismes. Donnez-nous d'argent dans notre financement de base, puis nous, selon les besoins puis nos réalités, on va combler nos besoins.
Fait que ça, c'est un peu ça. Puis un investissement dans le modèle communautaire comme pilier stratégique. Fait que donner dans le communautaire, fait que vous allez avoir moins besoin de soigner les urgences après en intervention, tout ça. Injecter dans la prévention. Tu sais, nous autres, on est bons, les organismes communautaires, puis on est renommés pour ça, là, tu sais. Ouais. Nous autres, notre chiffre est fini, mais là, tu sais, oh non, je peux pas, tu sais. Puis là, t'as la fête, puis oh non, je peux pas. Puis, tu sais, c'est ça, le communautaire, ils sont à bout parce que nous autres, on fait toujours plus avec moins, tu sais. Mais on est, pour la plupart, je présume, pour la plupart, tu sais, c'est ça, on est des êtres de cœur. Fait que on est comme, parfois, on dépasse un petit peu nos limites. Fait que c'est ça. Là, le communautaire est à bout. Fait que c'est le temps d'injecter de l'argent dans la prévention. Puis, si le financement ne s'améliore pas, là, c'est quoi les impacts directs qu'il pourrait avoir sur les jeunes? Bien, les impacts directs que je te dirais, tu vois, là, ce qui me pop-up, là, c'est le roulement de personnel, tu sais. Le roulement de personnel, tu sais, je veux dire, on a des horaires atypiques. Tu sais, c'est sûr et certain. On a des horaires atypiques, mais on est-tu payé plus cher pour travailler le vendredi soir? Non. On est-tu payé plus cher pour travailler le samedi, tu sais? C'est drôle ailleurs, ils sont payés plus cher. Mais nous, les organismes communautaires, encore là, tu sais, non, nous autres, non, on peut pas être payé le plus cher, on peut pas ci, on peut pas ça. Tu sais, fait que c'est ça aussi, là. Qu'est-ce que la Maison des jeunes de Sébec a décidé de faire comme action ou comme activité dans le cadre de la grève? Nous autres, qu'est-ce qu'on a décidé de... moi, personnellement, pas personnellement, mais en tant que directrice de la Maison des jeunes, mon implication, c'est comme j'ai dit, je suis dans la cellule régionale, je suis dans le comité de la MRC, je suis dans le comité organisateur de la mobilisation, je vais être maître de cérémonie. Ça, c'est l'implication de la Maison des jeunes de Sébec. Le CA, le conseil d'administration, ils m'ont donné un mandat de grève. J'ai des membres de CA qui vont venir aux mobilisations. Après ça, qu'est-ce qu'on a fait avec les jeunes? C'est ça, tu sais. Le monde, il disait, on sait bien, ils font en grève, ils sont bien, ils feront rien, tu sais, puis ils vont être payés. Non, c'est pas ça. Quand on était fermé, quand on a des heures d'ouverture de fermé, on est toujours ouvert pareil en cas d'urgence. Les intervenants sont toujours sur place pour les urgences, puis les deux, comme là, nous, on a fermé 2 soirs, mais les 2 soirs, il y avait un soir que c'était pour, OK, la Maison des jeunes est fermée, si tu venais participer à un TikTok pour la mobilisation, tu as le droit de venir. Le deuxième soir, c'était, OK, la Maison des jeunes est fermée, mais on est toujours ouvert pour les urgences. Puis si tu veux venir faire une activité, on a fait des foulards. Ils ont fabriqué des foulards, découper des tissus, faire des foulards, tout ça. Fait que ça a été une autre activité. Comme vendredi après-midi, là, on est fermé parce qu'on va être à Rimouski. Mais puis mardi, jeudi prochain, on va être fermé le 2 avril parce qu'on va être à Québec. T'sais. Fait que c'est ça. Fait que nous autres, on a l'appui du CA là-dedans à 100%. Puis je te dirais que on a une bonne appui de la population. Okay. Je te dirais comment que la population peut nous aider là-dedans, nous appuyer, puis ça. Moi, je te dirais que c'est plus... on est un petit village, puis quand on se rencontre dans le chemin, tu sais, nous autres, on est d'accord avec ça, puis... Tu sais, à tous les jours, on publie quelque chose sur le monde de Sébec. Là, on a publié la vidéo que les jeunes ont faite, là, la fabrication de fleurs, tout ça. On met ça sur le monde de Sébec. Tu sais, les commentaires, là, c'est le fun de voir ça, d'entendre ça, tu sais. Sont donc ben hot, c'est donc ben drôle, la vidéo. Puis oui, puis tu sais, on est avec vous autres, puis on rencontre tout le monde dans le village, tu sais. Puis on est quand même bien implanté, la Maison des jeunes à Sébec, puis on a quand même une bonne visibilité de la part de la communauté, là. Puis on est impliqué beaucoup, puis la population, ils nous appuie, là. Puis on a aussi l'appui de la municipalité, là. La municipalité, ils nous appuient dans tous nos projets. C'est les résolutions de conseil, ils sont tout le temps là. Comment ils nous appuient, comme les gars du garage municipal, ils nous font des menus travaux, ils rouvrent la cour, ils font la pelouse. Les gens, ils nous donnent des meubles, des consoles de jeux. On est vraiment choyés, là. On est bien implantés, puis on a une bonne visibilité, puis on a une excellente participation du milieu, là. Ouais. Donc, les gens qui voudraient, comme on disait, vous soutenir, mais qui ne l'ont pas encore fait. Donc, on pourrait dire peut-être partager vos publications, puis peut-être informer les autres gens à propos du communautaire à bout, j'imagine. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est de faire circuler notre message, tu sais, puis oui, de partager, puis... mais on sait que la communauté à Sébec est derrière nous, là. C'est pas... sont pas contre ça, puis sont pas comme... Puis, tu sais, ils savent pourquoi qu'on fait ça. On le dit pourquoi qu'on fait ça, tu sais, puis il n'y a pas de problème. On a l'appui de la communauté là-dedans. Ouais. Merci beaucoup, Mme Chinois. Ça me fait plaisir. Merci à toi. Bye.
Nous nous sommes dirigés du côté de la Maison des Jeunes, la Jeunatech d'Amqui, qui tiendra un bingo le 18 avril prochain avec plus de 1500 $ qui sera remis en prix en argent, donc qui servira à financer le voyage de fin d'année des jeunes. Marie-Christine, Claudie, merci beaucoup de me recevoir ici dans la Maison des Jeunes d'Amqui. J'aimerais savoir, premièrement, vous avez une activité de financement qui s'en vient. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, on organise une soirée bingo country pour justement financer le voyage de fin d'année des jeunes de la Maison des Jeunes d'Amqui. Ça va être des prix en argent. Puis les jeunes, ils vont participer, ils vont travailler sur place. Il va en avoir un peu partout, là, toute la soirée. Ils montent ça avec nous, puis ils le font avec nous. Ouais. L'année passée, je pense que c'était un bingo cadeau. Qu'est-ce qui a fait que cette année, vous décidez de donner des prix en argent? L'année passée, je pense que ça a comme été un bingo cadeau, mais de style marathon. On s'est fait dire que c'était vraiment trop long. On dirait de peur d'en manquer. On se disait, hey, on va manquer de cadeaux, on allait en chercher plus. Finalement, c'est ça s'est prolongé, c'était un peu trop long. Fait qu'on s'est dit qu'on allait faire ça court, efficace, en mode prix en argent, puis troquer justement les longueurs contre une soirée dansante à thématique country. Oui, donc justement, une soirée dansante, est-ce que vous pouvez nous en parler? Comment ça va se dérouler cette soirée-là? On a Tracy Saint-Amand qui vient de Rustique, qui va venir pendant 1 heure, de 8h30 à 9h30 pour donner comme un petit cours de danse en ligne. On va commencer avec ça. Et puis, par la suite, on va continuer sur la même aire d'aller avec la musique country, des danses en ligne jusqu'à 11h. À 11h, c'est là que l'activité se termine, là, mais ça devrait être bien le fun parce que moi, je danse pas ça, la danse en ligne, mais je vais m'essayer ce soir-là. Fait que si vous voulez rire, venez me voir. Et là, le bingo, lui, il commence à quelle heure? Comment ça fonctionne? Comment ça coûte? Les portes ouvrent à 6h. Le bingo commence à 6h30, puis il commence à 6h30 tapant. Ouais. Puis, il va finir vers 8h15, 8h30, justement pour que la danse puisse commencer. À l'entrée, ça va coûter 15 $ pour avoir un paquet de 3 cartes de bingo. Fait que ça va être 3 cartes, 9 tours, en fait. Puis le 15 $, c'est ça. C'est pour le paquet de cartes et la soirée dansante. Mais si jamais vous voulez pas venir au bingo, mais vous voulez venir à la soirée dansante, après, c'est 10 $ au lieu de 15 $. On va avoir aussi sur place cantine. Le soir, pendant la soirée dansante, un petit bar, un petit peu d'alcool, des drinks pas d'alcool aussi. Fait que ça va être, c'est ça, de 6h à 11h. Et les gens qui ont des enfants à la maison, qui voudraient participer, je pense que vous offrez un service pour ces parents-là. Oui, ça, c'est nouveau cette année. On offre un genre de mini-service de garde. Fait que dans le fond, les parents sous inscription vont pouvoir venir porter leurs enfants de 5 à 12 ans. 11, 12, 10. 5 à 10? 5 à 10? Oh! Faut que tu l'apprennes, celle-là. Donc, c'est ça, les parents vont pouvoir venir porter leurs enfants de 5 à 10 ans sous inscription. Puis, c'est ça. Moi, mon collègue Mathis, puis des jeunes bénévoles, là, on va s'occuper de leur faire passer une belle soirée. Puis c'est à contribution volontaire pour le service de garde, également. Pour les gens qui voudraient avoir plus de cartes, là, les joueurs vétérans de bingo, là, donc j'imagine qu'ils peuvent le faire aussi. Oui, absolument. Vous pouvez acheter autant de nombre de paquets de cartes que vous voulez pour 10 $ pour le paquet de 3 cartes. Ouais. Puis je pense qu'il va y avoir un autre moyen, un autre jeu de hasard cette soirée-là. Oui, il va y avoir un 50-50 aussi. Qui va être à la fin du bingo, dans le fond. On va remettre, on a eu des certificats cadeaux aussi qu'on va faire tirer comme prix de présence. Puis, il va y avoir le tirage du 50-50 aussi, également, remis par moi-même. Super. Puis, est-ce que les jeunes ont déjà décidé un peu c'est quoi leur voyage de fin d'année, tant qu'à être là? Oui, ils ont décidé qu'on allait à Québec, fait qu'on fait une sortie. On a déjà loué notre beau Airbnb dans le Vieux. Fait que c'est ça, nous autres, on est prêts, là. On attend juste que les sous rentrent. On a bien hâte. on attend que le monde vienne au bingo. Ouais. Puis, en passant aussi, ils peuvent se déguiser, se mettre un chapeau de cowboy, les bottes, peuvent embarquer dans le thème, là. On va tout être, nous autres, dans le thème, là. Fait que c'est ça va être bien le fun. Parfait. Mais merci beaucoup. Hey, merci, Carl.
Il y a du nouveau chez Viva et j'ai avec moi Christophe Moquin pour nous en parler. Bonjour Christophe. Salut! Est-ce que tu peux nous parler de cette nouveauté? C'est Viva la Matapédia? Si oui, exactement. Donc, vous l'avez sûrement là, entendu à la radio là, depuis quelques jours, quelques semaines. Là, il y a ce nouveau segment-là qui existe, qui est Viva la Matapédia, qui est le calendrier événementiel, culturel. Et là, hier, sur les réseaux sociaux, on a annoncé une belle nouvelle. En fait, Diffusion Mordicus devient partenaire de ce segment-là, Viva la Matapédia. Diffusion Mordicus, comme vous savez, qui est un grand pilier de la culture dans la Matapédia. Donc, on est très contents et très fiers, là, je parle au nom d'Arsenal Média, là, que ce partenariat-là ait lieu aussi. Puis, je veux d'ailleurs plugger ma DG Kim Fortin ainsi que ma collègue aux ventes Isabelle Franqueur, sans qui ce partenariat-là n'aurait pas eu lieu. Donc, je les remercie là, personnellement pour ça. C'est quoi le segment Viva la Matapédia? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, Viva la Matapédia, en fait, ça vient d'une... Ça vient d'un besoin qu'on a réalisé pour le 99.9, que dans la Matapédia, tu le sais, il y a énormément d'activités, que ce soit culturelles, sportives, événementielles. Puis, j'ai pas le temps de tout traiter par des textes. Puis des fois, c'est des nouvelles qui pourraient être sur 2 lignes ou 3 lignes, donc ça fait pas un texte, mais ça peut quand même se placer, il faut quand même en parler. Donc c'est de là qu'est venu ce segment-là qui parle des événements à venir. Et à partir d'avril, donc à partir de mercredi prochain, va aussi avoir le segment Viva la Matapédia en rafale, qui va être un peu comme le segment récap de Christo dans le show du matin à Danae, ainsi que sur les réseaux sociaux, une fois par mois, pour parler des événements là, qui s'en viennent dans le mois suivant. D'où est venue cette idée-là d'une collaboration avec Diffusion Mordicus? Ben, tu sais, Diffusion Mordicus, comme je l'ai dit, c'est un pilier majeur de la culture dans la Matapédia. Donc, quand on a commencé à se questionner, à savoir qui on aimerait approcher comme partenaire, Diffusion Mordicus est arrivé d'emblée. On s'est dit, pour ce qui est du calendrier culturel, du calendrier événementiel, Mordicus, c'est notre choix numéro 1. Donc, on est vraiment content qu'ils embarquent d'emblée dans ce beau projet-là. Super. Fait comme ça, si on veut écouter Viva la Matapédia, c'est à quelle heure? C'est à tous les jours aux 2 heures. Là, j'ai pas l'horaire précis, mais à tous les jours aux 2 heures à partir du show du matin jusqu'en fin de soirée. Parfait. Comme ça, on va suivre ça de près, Christo. Merci. Une collecte de sang aura lieu le 31 mars prochain, organisée par le service d'incendie en collaboration avec le Centre d'action bénévole de la Matapédia ainsi que la ville d'Amqui. J'ai avec moi Pascal Rioux pour nous en parler. Bonjour Pascal. Bonjour Carl. Il y aura une collecte de sang, donc est-ce que tu peux nous dire un peu c'est où, c'est quand, à quelle heure, comment ça se passe? Bien, premièrement, on invite les gens à prendre un rendez-vous par téléphone. Fait que ça, c'est vraiment la première étape à faire. Fait que je vous donne le numéro de téléphone. Oui. Le 1-800-343-7264. Je pense qu'on peut prendre en ligne aussi, je me trompe Oui, pas, je pense qu'on peut le prendre en ligne aussi. Okay. Fait que donc, c'est important de ne pas se présenter là si on n'a pas déjà un rendez-vous. Parfait. C'est à la salle communautaire d'Amqui, de 1h30 à 20h le soir. Fait que même si vous travaillez, vous pouvez y aller. Puis oui, on donne tout le temps des petits biscuits ou une petite collation après pour vous remercier. Oui. Chez nous, ça implique, Carl, je te dirais, 20 bénévoles. Okay. Fait qu'il y en a à l'accueil, il y en a au lit de repos, il y en a à différents postes, mais c'est vraiment un beau bénévolat. Okay. Fait que c'est 20 bénévoles qui vont circuler durant la journée, qui vont aller offrir du temps pour cette cause-là qui nous est chère pour nous. Et y a-t-il des types sanguins qu'on cherche en particulier ou tout le monde devrait aller donner quand même? Oui, tout le monde, parce qu'il n'y en a jamais trop, puis on a toujours besoin de tous les groupes sanguins. Super. Parfait. Merci, Pascal. Et merci. Bonne journée à vous. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Le Bloc québécois demande au gouvernement fédéral une déduction fiscale de 100% sur les investissements en bâtiments agricoles, une mesure qui touche directement la Matapédia, et notre député Maxime Blanchette-Jonca est ici pour nous en parler. Bonjour Maxime. Bonjour Carl.
Vous demandez une déduction fiscale immédiate, en fait, de 100% sur les investissements en bâtiments agricoles. Qu'est-ce que ça veut dire là, pour tout le monde? Ça veut dire qu'on veut aider les producteurs agricoles, première des choses. Deuxième des choses, on ne réinvente pas la roue. C'est déjà quelque chose qui existe, mais dans un autre domaine, le secteur manufacturier notamment. Donc, on dit que présentement, c'est pas facile pour les agriculteurs pour différentes raisons. On peut juste penser à récemment l'augmentation du prix de l'essence. Tous les producteurs qui utilisent des tracteurs, la machinerie ou autre chose, on a besoin d'avoir de l'essence. Quand ce n'est pas l'engrais, les fertilisants. Donc, le contexte économique fait en sorte que des producteurs, c'est plus difficile pour eux dernièrement. Puis voire même, je pense, dans les dernières années, ça date quand même pas d'hier. Donc, on a dit au Bloc québécois, mais écoutez, il y a déjà une mesure fiscale. C'est quoi une mesure fiscale? Moins d'impôts. Est-ce que c'est possible de leur alléger leur charge fiscale puis qu'ils sont capables d'avoir un peu plus d'oxygène? Pour exemple, faire des investissements dans toute autre nature, là, que ce soit de la compétitivité, d'être plus résilient ou autre chose. Donc, on s'est dit, c'est important. La chose également qui a été mentionnée, oui, c'est important, l'agriculture dans la Matapédia, mais voire même dans la région du Bas-Saint-Laurent. On parle quand même de près de 2000 fermes, là. Puis même en termes d'emploi, environ 4000 emplois. C'est beaucoup de gens, puis voire même les retombées économiques, on le sait, là, sans trop se lancer dans une guerre de chiffres, là, mais plus de 600 millions par année en retombées économiques. Donc, c'est un moteur économique qui est important, puis je pense que les gens ne peuvent pas le nier non plus. Les producteurs, bien, ils nous aident à nous nourrir, c'est quelque chose qui est essentiel à chaque jour. Alors, nous, on a dit, pourquoi pas joindre une mesure qui existe déjà dans un domaine qui était fragilisé, le secteur manufacturier dernièrement, on le sait avec le contexte, avec les tarifs, avec les Américains. Mais les agriculteurs sont également touchés. Donc, on a dit, il faut aider notre monde, il faut aider les producteurs agricoles. Puis, voire même, on pense, je donne un exemple, le secteur ici dans la Matapédia forestier, l'industrie forestière. Si des producteurs agricoles, exemple, font des rénovations, des mises à niveau de leurs bâtiments, bien, ils peuvent utiliser le bois. Donc, le bois, en même temps, présentement, c'est un secteur qui est très fragilisé, l'industrie forestière, avec les tarifs douaniers à nouveau. Bien, pourquoi pas? Ça pourrait générer un effet d'entraînement dans des secteurs qui sont en difficulté économique actuellement. Ça pourrait être conditionnel, justement, à utiliser du bois d'œuvre? Écoutez, il y a quelque chose qui existe maintenant là, depuis peu. C'est quelque chose que le Bloc québécois même a poussé. Je me rappelle même en campagne électorale ici, chez Cédrico, au mois d'avril dernier, d'avoir un programme d'achat local. Imaginez-vous, au Canada, on n'avait pas ça. Ça existe aux États-Unis. On connaît ça. Le président Trump en fait vraiment usage, là, le Buy American Act, là, donc un achat d'acte local. Ça existait dans d'autres pays, c'est très fort dans les États-Unis actuellement, mais au Canada, c'est mis en place depuis peu. Alors, moi, je pense que oui, ça serait possiblement à négocier, à analyser, mais si on veut aider nos entreprises, bien, il faut leur donner les moyens, puis ça passe par des solutions concrètes comme on veut pousser actuellement. C'est un des défis qui est reconnu, en fait, par les agriculteurs, que les rénovations, c'est quoi qui est peut-être trop cher et pas atteignable. Je vais vous dire quelque chose. J'ai rencontré l'UPA pas plus tard que cette semaine, puis c'est pas juste les rénovations. Là. Simplement d'opérer au quotidien, c'est très difficile. Puis le contexte, je dois le nommer, là, c'est pas des choses qui sont plaisantes à dire, mais on perd des fermes. Là. Donc, c'est des plus gros... disons, joueurs qui achètent des plus petits joueurs. On a le phénomène d'accaparement des terres. C'est quelque chose qui est connu dans la région, voire même très préoccupant dans le secteur de la métisse que je n'ai qu'à penser. Là. Donc, des joueurs qui sont puissants et ils font en sorte que quand il y a un producteur qui est en difficulté pour différentes raisons, bien, il se fait racheter par les plus gros. Et là, il y a une concentration. Ça veut dire qu'il y a des gens qui opèrent des fermes pour un contexte économique juste de profitabilité. Mais en bout de ligne, là, c'est toute la région qui en souffre. Là. C'est-à-dire c'est plus des familles qui sont propriétaires de ces fermes-là puis qui font rouler l'économie en parallèle. C'est juste une grosse business qui gère parfois à distance. Les employés sont sur place, ils font le strict minimum. Alors, moi, je pense que oui, c'est un contexte que même les producteurs, l'Union des producteurs agricoles m'a exprimé dernièrement, mais c'est large. Là. On s'entend, il y a différents défis actuellement. Quand c'est pas la main-d'œuvre aussi, je pense aux producteurs, là, c'est pas facile. Là. Non, effectivement. Je donne souvent l'image en politique. Des fois, on pense que dans les parlements, on essaie de résumer le message. Là. Ouais. Les producteurs laitiers, c'est des gens qui travaillent pratiquement 7 sur 7. Là. C'est un mode de vie. Donc, ils n'ont pas de robinet sur la vache pour fermer ça, que le lait arrête de couler. Là. Mais c'est une même chose. Là, leur donner le maximum d'incitatifs puis voire de soutien, que ce soit financier ou juste de toute autre nature qui peuvent permettre notamment de les aider dans leur travail. Parce qu'actuellement, on est conscient que c'est difficile et voire même qu'on craint voir qu'il y aurait d'autres
fermeture, que ce soit de différents types de production. C'est une mesure qui pourrait peut-être encourager la relève agricole parce que j'imagine que c'est pas toutes les fermes qu'on hérite qui sont en excellent état. Oui, exact. Puis oui, c'est une très bonne idée par rapport à ça. C'est juste leur donner un coussin supplémentaire qui peut vraiment leur permettre de se développer. Puis je pense que là, on aurait toute une journée à discuter ensemble, mais comment on fait pour inciter aussi la relève? Parce qu'on le sait, hein, c'est des parents, grands-parents de génération en génération que parfois la ferme reste familiale, mais encore dernièrement, c'est pas facile, là. Si tu viens pas d'un milieu comme ça, acheter une ferme du jour au lendemain, écoutez, les dernières données que moi j'avais de mon côté, c'est 1,5, 2 millions minimum, une valeur d'une ferme au Québec. Alors, qui a une mise de fonds pour s'acheter ça? C'est pas évident. Mais oui, je pense que cet incitatif-là, encore sans trop aller de l'avant dans des détails techniques, on s'est assis à une table et on a réalisé que, écoutez, là, ça existe dans d'autres domaines qui sont plus en difficulté. Bien, pourquoi ça n'existerait pas notamment aussi dans le domaine agricole, qui est vital pour notre développement de notre région, puis aussi pour le développement économique? Et aussi, on mentionne aussi des investissements liés aux normes de bien-être animal. Donc, y a-t-il aussi une pression des producteurs agricoles pour investir de ce côté-là et des sous qui ne sont peut-être pas là tant beaucoup. Que ça? Oui. Puis c'est intéressant ce que tu nommes, Carl, c'est que les défis des agriculteurs, là, on en nomme plusieurs depuis tantôt, là, mais c'est plus juste ça, de dire, hey, là, ça coûte trop cher de produire, mais il y a plein d'affaires. Les normes réglementaires, ça en fait partie également, le bien-être animal. Alors, dernièrement, les gouvernements ont décidé de mettre en place, là, exemple, des types de fermes que les animaux doivent être en stabulation libre, qu'on appelle. Ça veut dire qu'ils ne sont plus juste accrochés après exemple, une chaîne, là, et puis qui reste fixe. Donc là, il faut tout revoir la configuration des fermes. Mais il y a un coût à ça. Fait que justement, d'avoir des investissements dans des nouvelles infrastructures, mais il faut leur donner les moyens de le faire. Quand déjà, c'est des gens qui ont de la difficulté à arriver avec toutes les contraintes que je viens de nommer, là, il faut vraiment qu'ils passent à l'action. Puis, il y a une autre contrainte assez sévère que je suis très au courant, c'est la compétition. Aux États-Unis, là, je dois vous le dire, le marché est hyper subventionné. Ce sont des fermes industrielles. Donc, les Américains, qu'est-ce qu'ils veulent là, présentement? C'est de faire rentrer leurs produits sur nos tablettes. Mais il faut faire attention, là. Parfois, ils veulent être moins chers. C'est ce qui fait en sorte que ça nous inciterait à en acheter, mais ils n'ont pas les mêmes normes de qualité. Donc, ils n'ont pas les mêmes utilisations de production, exemple des antibiotiques dans les produits. Donc, c'est bien beau de dire, hey, c'est moins cher. Donc, c'est au gouvernement également d'avoir des mesures, mettre en place pour dire, on appelle ça la réciprocité des normes. Puis ça, c'est un autre défi actuellement que les producteurs me nomment régulièrement. Est-ce que favoriser, entre autres, dans cette construction-là, le bois local dans les bâtiments agricoles pourrait vraiment compenser aussi pour l'impact là, des droits compensateurs américains un peu? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est un effet d'entraînement, je l'ai nommé tantôt. C'est-à-dire que quand tu as un secteur qui est en difficulté, tu peux-tu le soutenir puis prendre un autre secteur en parallèle qui aide beaucoup dans la région? Puis je pense que dans la Matapédie, on n'a pas besoin d'aller trop loin pour le réaliser, là. Présentement, il y a des usines qui sont plus au ralenti parce que, bon, hein, ils exportent aux États-Unis, mais le marché est moins favorable à cause du contexte avec les pressions, avec les tarifs. Donc, il faut se trouver des... Tu sais, je dis tout souvent, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ouais. Moi, c'est ce que je pense actuellement. Il faut penser en dehors de la boîte puis des sentiers battus qu'on a connus auparavant. Donc là, actuellement, on fait face à une situation extraordinaire. Je pense que ces types de mesures fiscales-là, si ça peut inciter, aider, il faut le faire. Parce que le portrait, présentement, il n'est pas simple. Il n'est pas rose non plus. On l'a vu dans les dernières années. Il y a des producteurs qui ont cessé leur production parce que c'était plus rentable. Puis quand aussi, on ne parle pas de rentabilité, c'est une question de qualité de vie qui vient avec parce que la pression est tellement forte pour eux que ce n'est pas les contraintes administratives. C'est juste de dire, on n'a même plus la main-d'œuvre pour fonctionner. Donc là, je pense que le gouvernement, puis c'est mon travail en tant qu'élu, de dire, écoutez, là, assurons-nous de leur donner toutes les conditions les plus gagnantes possibles là, pour s'assurer que ces gens-là aiment leur travail, ne soient pas à bout là, de travailler dans ce domaine-là, puis aussi que c'est réaliste de pouvoir juste répondre aux normes puis d'avoir des infrastructures qui sont respectables puis qui sont optimales pour eux autres.
Y a-tu certains producteurs qui sont plus touchés? J'imagine que c'est plus l'industrie laitière. Il faut le dire, dans la région, la production laitière est très forte, là, mais je dirais que tous les types de production. Hein, je pense notamment à la production bovine, ovine, mais on s'entend, tout ce qui est des étables à, disons, grande superficie, ça demande plus d'investissement majeur. Mais je pense que tout type de production, ça peut être bénéfique de dire, on peut-tu optimiser nos équipements, on peut-tu être plus productif, optimiser nos rendements, tout ça est bienvenu. Avez-vous quand même une ouverture de la part du gouvernement à d'en discuter? Ou... Il y a, disons, la prochaine étape, là, ça va être la mise à jour économique. Là, ça devrait aller au mois d'avril, mai. On n'a pas de date encore avec certitude, mais ce qu'on demande au gouvernement, là, on ne défait pas de l'argent. Hein. Au contraire, c'est un incitatif fiscal. Puis c'est beaucoup ça, les gouvernements. On connaît le contexte actuellement. On a quand même eu le pire déficit de l'histoire du Canada à l'automne dernier, 78 milliards. C'est pas quelque chose que j'endose, évidemment. Non, mais comment ça se fait que dans une situation qui sont autant en déficit, on passe encore à côté de la traque de gens qui nous nourrissent à chaque jour? Moi, c'est inconcevable. C'est le message que j'ai envie de dire, que les producteurs, ça devrait être une priorité pour les gouvernements. Et je pense que le Bloc québécois est connecté avec la région, mais aussi avec nos priorités régionales. Puis ça passe notamment par le soutien à l'agriculture, à l'alimentation. Bien, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un peu tout ce dossier-là. Je pense que c'est une mesure qui est vraiment importante pour nous, pour la Matapédia. Puis avant de terminer, c'est beaucoup dans l'air présentement. Est-ce qu'on peut s'attendre à un transfuge du Bloc québécois vers les libéraux? C'est plaisant d'avoir cette note d'humour-là avec les médias. Non. Je ne suis pas un transfuge. C'est quelque chose que j'ai dénoncé abondamment. Je pense, Carl, que tu fais référence notamment à la traversée des députés conservateurs et voire même la députée NPD dernièrement qui est allée chez les libéraux. Il manque juste le Bloc là, qui n'ont pas encore été. Là. Je vous laisse fouiller dans l'histoire à quel moment un député du Bloc québécois a traversé chez les libéraux. Pas arrivé souvent. Non. Mais tout ça pour dire qu'on vit vraiment dans une drôle d'époque. Même moi, là, en tant que député, j'ai jamais vu ça dans les 6 dernières années. Non, ça n'a pas de sens. Donc, on a un gouvernement qui était minoritaire. Et là, présentement, il y a des députés qui sont élus sous une bannière, dans une équipe, puis transfèrent dans une autre. Pour différentes raisons. Je laisse le défi à eux d'expliquer aux gens qui l'ont accordé leur confiance comment ils vivent bien avec ça ou s'ils sont à l'aise de le faire. Mais je crains que prochainement, c'est ça, on retrouve peut-être dans une situation de gouvernement majoritaire qu'on appelle. Puis pour résumer la situation, c'est que présentement, on a des élections partielles qui sont en cours. Ça veut dire qu'il y a des députés qui ont démissionné et on a particulièrement un cas assez historique encore à Terrebonne, une élection qui a été redéclenchée, on peut dire, hein. Donc, c'est un comté qui était au Bloc québécois. Finalement, les libéraux avaient gagné par une voix la dernière élection. On est allé jusqu'en Cour suprême pour faire renverser ça parce que la personne qui voulait voter par la poste n'a pas pu le faire. Donc, la voix supplémentaire là, a été annulée. Donc là, on est en élection présentement à Terrebonne. On veut gagner, évidemment, mais tout ça pour dire que présentement, le gouvernement libéral est à 2 sièges d'être majoritaire. Donc, pour être majoritaire, ça prend 172 sièges. Là, présentement, ils sont à 170 avec les autres députés qui ont traversé. Et le 13 avril prochain, on va le savoir. Alors, ça va changer possiblement la donne pour les années à venir. Mais je rassure les gens de la population, je suis fier d'être élu sous la bannière du Bloc québécois. Je suis un fier bloquiste. Et les gens qui m'ont accordé leur confiance, je veux m'assurer de bien les représenter dignement et fièrement. Super. Merci beaucoup, Maxime. Toujours un plaisir, merci. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui complète cet épisode d'Info.tvc. N'oubliez pas que ce dimanche, le 29 mars, il y aura du télébingo à 12h30 avec 700 $ en prix, mais aussi surveillez le bingo de Pâques qui aura lieu le 5 avril prochain, qui aura 2700 $ en prix. Notre émission spéciale de la semaine, c'est un épisode de mon balado Choc éclectique avec qui je m'entretiens en fait avec Caroline Pelletier, qui est la responsable de la bibliothèque Bertrand B. Leblanc. C'est une personne qui est très, très, très active dans le bénévolat à la Côte-Saumon principalement. Donc, on parle un peu plus que 2 heures quand même. C'est une très longue discussion. On parle beaucoup de son parcours. Elle a travaillé beaucoup donc, elle travaille en gériatrie. Elle a fait de la recherche. Elle a voyagé. Donc, aussi, elle a fait un retour en région. On parle beaucoup de comment elle a fait son retour en région. C'est une
personne qui est très coup de tête. Aussi, elle parle beaucoup. Donc, moi, je trouve ça super intéressant. Puis, elle s'exprime bien. Tout est intéressant dans ce qu'elle dit. Donc, si jamais vous voulez découvrir Caroline Pelletier, vous pouvez écouter ça. C'est parfait à écouter des fois en faisant du ménage, en faisant à manger. Là, c'est sûr que si vous asseyez en avant pour l'écouter, ça peut être un peu long, mais si vous faites autre chose en même temps, là, c'est parfait. Donc, vous aurez pu aussi constater que dans l'émission, il y avait beaucoup d'entrevues qui portaient sur le communautaire à bout, donc qui revendique un financement qui est plus adapté à leurs besoins et à leur mission. Donc, vous pouvez aussi trouver plus d'informations sur les revendications qui seront posées pendant la grève sur le site about.info. On va écrire ça juste ici en bas. Donc, si jamais ça vous intéresse d'en connaître plus sur le communautaire à bout, je vous invite vraiment à aller voir ce site-là. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée. On se revoit la semaine prochaine.